parler un petit peu de notre invitée et franchement, je suis hyper content de la recevoir. Alors, Gaëlle, ben, c'est une astrophysicienne de formation. J'ai été voir sur son Facebook et son compte Instagram, elle fait aussi du parachutisme. C'est une ingénieure qui est à l'Agence spatiale française. Elle a travaillé pour la NASA, pour l'ESA et encore d'autres, mais ce serait vraiment très 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 long comment dire, à faire la liste de toutes ses participations. Et alors, sur cette photo, qui est la photo de son profil, on la voit en apesanteur. C'est bien ça, Gaël, hein, dans un avion. Oui, tout à fait, c'est dans l'avion 0G, ouais. Voilà, donc c'est tout à fait ce que on aimerait bien être à ta place, mais bon, voilà, on est ici sur Terre. Et alors, Gaëlle, j'ai pu la rencontrer entre guillemets, puisque c'était une conférence où elle a participé à la Maison des Sciences ou Cité des Sciences plutôt, parce qu'elle a battu un record féminin de plongée en recycleur, hein, donc sur un mégalodon. Et nous voyons ici, ben voilà, 222 mètres. Et ce qui m'a frappé dans cette photo, c'est qu'elle a un TTS de 148 minutes et son temps déjà dans l'eau était de 120 minutes. C'est très long. C'est très, très, très long. Je suppose que tu nous en parleras pendant ton exposé de ce record. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais me taire, je crois parce que vous êtes là pour écouter Gaël et non moi, donc je vais arrêter le partage et je vais donner la parole à Gaël. Donc voilà, le problème c'est ceci, j'arrête le partage et Gaël, tu peux prendre la main. Voilà, alors est-ce que vous voyez bien la présentation? Tout à fait, Super. c'est parfait. Et ben voilà, d'accord. Et ben on va pouvoir commencer. Donc effectivement, ça c'est une conférence que j'avais donnée ici à Toulouse à la Cité de l'Espace. Et bon, à la Cité de l'Espace, forcément, c'est plutôt des personnes qui connaissent le spatial et pas trop la plongée. Donc là, c'est un petit peu l'inverse. Donc voilà, là, je vais un peu vous montrer effectivement les parallèles que moi, je vois un peu dans les deux mondes, entre la plongée, alors particulièrement en plongée tech, et bien sûr la plongée profonde, qui sont, voilà, sont des plongées qui sont très longues, et les sorties extravéhiculaires, donc c'est les sorties des astronautes. Mais bon, pas que, hein, je vais quand même parler globalement d'exploration spatiale. Donc voilà, comment j'ai repris exactement la même photo pour vous montrer un peu ces deux mondes dans lesquels je vis. Donc ça, c'était pendant une campagne de vol 0G, donc que j'ai pu faire dans le cadre de mon travail. Donc c'est des campagnes scientifiques, hein. Là, on est dans une petite zone où on peut s'amuser, mais le but, c'est quand même de faire de la science quand on va dans cet avion-là pour tester notamment de l'équipement qui ira plus tard dans l'espace. Et donc, ça s'est fait à Bordeaux, dans l'avion de Novespace. Et on va faire des manœuvres paraboliques pour se retrouver en apesanteur. Voilà, et puis ensuite, effectivement, je suis plongeuse recycleur sur Mégalodon et j'ai fait une plongée à 222 mètres le 30 septembre dernier. Donc, c'était un record du monde féminin en recycleur, mais également en plongée en mer. Voilà. Donc, déjà, pour commencer à parler de ces parallèles entre la plongée et le spatial et les astronautes, bon, j'ai forcément pas été la première à tomber là-dessus, bien sûr. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, Laurent Balesta, pendant son expédition Gombessa 6, donc quand il était dans un caisson tout le temps à une profondeur de 120 mètres, en pression, dans ce qu'il appelait sa station batiale. Il a appelé Thomas Pesquet, qui était à l'époque sur la station spatiale lors de sa deuxième mission. Et ils ont pu échanger les deux, chacun dans leur environnement, on va dire, extrême. Et donc, une citation effectivement de Thomas Pesquet qui disait qu'il aimait bien le parallèle entre ces deux expéditions qu'ils étaient en train de faire, parce qu'il y avait beaucoup de points communs, notamment le confinement, l'isolation, une vie dans un milieu fermé, et de temps en temps, ils pouvaient sortir dans un milieu qui est difficile, en fait. Donc, pour en parler, déjà, effectivement, l'environnement dans lequel on plonge, hein, qui est la mer ou les grottes. Bon, l'eau, c'est pas quelque chose de toxique en soi,
mais le fait d'y rester pendant longtemps, ça peut causer des problèmes, alors, principalement thermiques, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on va s'équiper en plongée technique avec une combinaison étanche. Et c'est pour ça que l'astronaute, lui aussi, il doit se protéger de l'environnement. Alors là, pour le coup, lui, c'est vraiment très grave s'il s'expose à l'environnement extérieur, le vide spatial. Et donc, il a également une combinaison qui, elle, est pressurisée. On en parlera après. Et c'est assez intéressant voilà, de voir un peu ce parallèle-là. Alors, bon, nous, effectivement, on a la tête qui est quand même toujours immergée. Mais pour les scaphandriers professionnels, il existe également les casques qui sont utilisés. On a également des fois, et enfin, moi, maintenant, depuis quelques années, j'ai strictement tout le temps des gants étanches également avec moi qui peuvent se clipser. Hein. Vous connaissez peut-être les Roloc, un peu comme les gants d'astronaute. Hein. C'est un petit peu la même idée de la fixation. Donc, on se protège de l'environnement. Également, sous la combinaison, on va avoir un contrôle thermique. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes en plongée que les sorties extravéhiculaires pour les astronautes. En plongée, on va surtout avoir froid. Donc, on a des sous-combinaisons chauffantes avec du fil résistif un peu partout et puis une batterie externe. Les astronautes, eux, ils vont plutôt avoir chaud. Très chaud même, potentiellement quand ils sont au soleil. Et donc, ils vont avoir un système de refroidissement. Alors, vous le voyez ici, c'est un peu leur sous-combinaison à eux. Et donc, c'est un refroidissement liquide, en fait. Donc, il y a des tuyaux d'eau qui traversent et donc qui vont les refroidir pendant leur sortie extravéhiculaire. Également, ce qui est intéressant, surtout si on plonge en recycleur, bien sûr, hein, c'est assez spécifique, mais on a finalement le même problème que les astronautes, c'est qu'on va respirer en circuit fermé. Et qu'en circuit fermé, il faut s'occuper du CO2 parce que sinon, on va s'intoxiquer. Donc, en recycleur, on a des canistères de chaux vive. Et les astronautes, dans leur combinaison, alors c'est à l'arrière aussi, c'est dans leur dos, ils ont des filtres d'hydroxyde de lithium, tout simplement parce que c'est plus efficace que la chaux. Alors ça coûte plus cher forcément, c'est pour ça que nous on n'utilise pas ça. Et puis c'est un petit peu toxique aussi le lithium, donc il faut faire attention. Mais voilà, ça c'est un problème qu'on va avoir aussi strictement tout le temps quand on va être dans un circuit fermé. Donc ça marche aussi pour la station spatiale, bien sûr, hein, même si le volume est plus grand, mais effectivement on a aussi ces soucis-là dont il faut s'occuper, et puis notamment dans les capsules aussi. Et donc dans la mission Apollo 13, si vous connaissez la référence, ils avaient ce problème-là en fait de canister pour capter le CO2, les scrubbers. Et c'était le rond qui devait rentrer dans le carré parce que c'était pas les mêmes fabricants pour un module et pour l'autre. Et donc, ils ont été un petit peu embêtés. Mais c'est vraiment ça le fond du problème, c'est se débarrasser du CO2. Ensuite, on va parler d'autonomie et de redondance. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important quand on va partir dans un environnement qui n'est pas le nôtre, hein, bien sûr. Et surtout en plongée technique, on va vouloir être entièrement autonome, avoir tout ce dont on a besoin sur soi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour préparer mon record, notamment. C'est la configuration avec laquelle partir. Parce que, normalement, quand on plonge en recycleur, on va prendre des bail-out, on va prendre plusieurs bouteilles pour pouvoir assurer une remontée au cas où on a un incident avec le recycleur. Mais disons que si on va à plus de 200 mètres, on a besoin d'une dizaine de bouteilles. Donc, c'est pas forcément très simple. J'ai essayé ce type de configuration-là. Et très honnêtement, ça m'allait pas. Déjà, rien que 4-5 blocs, ça commençait à être vraiment compliqué. Et donc, je suis passée sur une configuration entièrement redondée avec un deuxième recycleur finalement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Je peux vous montrer. Donc ça, ici, en fait, j'ai un deuxième recycleur latéral finalement. Et donc, une redondance chaude entière vis-à-vis du recycleur. Bien sûr, on a les ordinateurs de chacun des recycleurs qui sont redondés également. Donc, au total, 4 ordinateurs plus les HUD qu'il faut avoir pour toujours savoir ce qu'on est en train de respirer finalement.
Et bon, là, vous pouvez le voir, encore pendant un certain temps, je gardais quand même un bloc avec moi par sécurité. Mais bon, très rapidement, je l'ai enlevé et puis je suis restée vraiment sur la redondance avec le double recycleur. Également, ce qui est important, bon là on ne le voit pas forcément, mais surtout sur des plongées profondes au-delà de 200 mètres, il faut faire attention à l'essoufflement et au fait de ne pas faire trop d'efforts physiques. Et donc j'avais un scooter sous-marin très spécifique qui a été réalisé pour cette plongée-là. Et effectivement, les astronautes, eux aussi, ils ont sur eux, alors c'est ces modules ici qui ont été testés dans les années 90, si je me rappelle bien, voilà, avec des propulseurs également pour pouvoir s'éloigner, rejoindre la station, etc. Alors, ils ne les portent pas toujours, uniquement quand ils savent qu'il faut s'éloigner. Et voilà, effectivement, il y a aussi là aussi cette idée d'être entièrement autonome et de pouvoir assurer sa survie avec tout ce qu'on a sur soi. Et alors là, ça c'est un super sujet sur les gaz notamment, parce que souvent on s'en rend pas forcément compte que là aussi il y a un grand parallèle. Notamment sur ce qu'on va respirer. Donc bon, ça, effectivement, c'est une présentation pour les personnes qui ne connaissaient pas bien la plongée. Donc j'imagine que vous êtes bien au courant que sur Terre, à un bar, on a 21% d'oxygène et 79% d'azote. Vous savez certainement très bien que pour plonger profond, les deux gaz nous posent problème. Et que donc on utilise des mélanges avec de l'hélium, des trimix. Vous imaginez certainement qu'à 200 mètres, mon mélange était fortement hypoxique. J'étais aux alentours de 6% d'oxygène et voilà, 80% d'hélium pour avoir une profondeur équivalentaire à environ 30 mètres. Donc avec ça, forcément, je n'avais pas du tout d'ivresse des profondeurs, mais effectivement, on peut se poser la question d'avoir d'autres types de syndromes qui peuvent intervenir quand on arrive à des profondeurs, notamment le syndrome nerveux des hautes pressions, qui a beaucoup été étudié en caisson, notamment à la COMEX, mais bon, forcément très peu en environnement, dans l'eau, voilà, où c'est beaucoup plus difficile de faire des expériences. Et puis, à 6 mètres au palier, là, on va respirer de l'oxygène pur, bien sûr, pour avoir une PPO2 intéressante et aider à la décompression. Et en fait, les astronautes, à l'intérieur de leur scaphandre, ils respirent également de l'oxygène pur, parce qu'en fait, ils sont à 0,4 bar à l'intérieur du scaphandre. En fait, ça, c'est vraiment mécanique, parce que s'ils avaient 1 bar de pression, le scaphandre serait tellement rigide qu'il serait incapable de plier les bras et les doigts. Il ne pourrait pas travailler, en fait, et puis même, il ne pourrait pas faire grand-chose dans le vide spatial. Donc, effectivement, ils passent dans la station spatiale, c'est 1 atmosphère, et puis à l'intérieur de leur scaphandre, c'est 0,4 en oxygène pur. Et donc là, vous voyez Thomas Pesquet, donc ça, c'était pendant son baptême du vide, mais sur Terre. Donc, c'est-à-dire qu'il s'exerce, bien sûr, sur Terre avant de monter dans la station. Et donc, pendant son entraînement, il a été dans une chambre à vide pour justement tester le scaphandre et comment il réagit. Et donc, vous imaginez bien que quand on passe de 1 atmosphère à l'intérieur de la station à 0,4 dans le scaphandre, eh bien, il faut faire attention à la décompression. Et oui, parce que vous imaginez très bien ça. Donc, les astronautes également font des paliers de décompression. Alors, là-dessus, il y a différentes stratégies. Là, vous voyez une photo. Donc, ça, c'était dans la navette spatiale. Et donc là, ils avaient tout un protocole de dénitrogénation avec les masques là, que vous voyez, où ils allaient respirer de l'oxygène pur avant d'enfiler le scaphandre. Également, en fait, il y avait déjà finalement un premier palier qui était réalisé pendant la nuit,
où là, il y avait toute la pression de la navette qui était abaissée pour que, en fait, ils commencent leur palier pendant qu'ils dorment. Et c'est également ça qui est fait aujourd'hui sur la station spatiale. En général, les astronautes qui vont faire des sorties extravéhiculaires, ils vont dormir dans un module à part, celui qui permet après de sortir. Hein. Et c'est dans ce module-là que la pression va être abaissée pendant la nuit quand ils dorment. Et ensuite, ils vont faire, eux, ils font des paliers. Leur dernier palier à l'oxypure, il est réalisé une fois qu'ils sont à l'intérieur du scaphandre, déjà équipés et avant d'ouvrir la porte pour sortir. Donc, vous voyez que là, il y a différents types de stratégies. Et la question se pose aujourd'hui pour la Lune, si les astronautes sur la Lune doivent rentrer et sortir souvent. Finalement, il faut se poser la question de la durée des paliers et de tous les protocoles. Et donc, pour ça, il y a des plongeurs professionnels qui testent ces profils-là sur Terre, voilà, pour la NASA notamment. Et donc, la décompression, vous pouvez l'imaginer, on en parlait. Ça, c'est le réel profil de ma plongée à 222 mètres. Donc, vous voyez bien que la descente, ça va relativement vite. Je suis descendue en 14 minutes, mais la plongée, au total, a duré 4h30, et dont le dernier palier, ici à 6 mètres, qui a duré 1h40. Voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut se préparer, hein, bien sûr. Donc, on commence à faire des plongées de plus en plus longues, petit à petit. Bon, avec la profondeur, bien sûr, on descend en profondeur, on rallonge en temps petit à petit. Et donc, on arrive sur ce genre de profil-là, avec voilà, ces temps de 4 heures. Et demi. Et donc là aussi, on voit qu'en fait, on est sur des ordres de grandeur qui sont à peu près les mêmes pour les sorties extravéhiculaires. Les sorties extravéhiculaires, elles durent aux alentours de 6-7 heures, des fois 8 s'il y a des problèmes. Mais voilà, c'est un peu le même ordre de grandeur quand on va être sur des très longues plongées. Et donc, le même problème, on l'a tous. Il faut s'occuper finalement pendant les paliers. Et donc, voilà, moi, je prends toujours mon téléphone avec moi pour voilà, soit lire, soit regarder un film et voilà, et m'occuper un petit peu. Donc ça, pour le record, là, pour la plongée à 222 mètres, j'ai regardé Dune que j'avais téléchargé avant sur mon téléphone. Et c'était assez spécial parce qu'au final, je regardais un film sur le désert alors que j'étais en plein milieu de l'eau. Mais en même temps, il y avait aussi beaucoup de parallèles justement sur le fait que j'avais pas forcément d'eau que je puisse boire autour de moi. Donc, c'était assez spécial, ouais, comme expérience, un peu insolite. Et donc, les astronautes également, ils font, donc ça c'était pendant son baptême du vide de Thomas Pesquet. Et lui, il a regardé Seul sur Mars quand il a fait son palier de décompression avant de pouvoir aller dans la chambre à vide. Et donc, voilà, vous voyez qu'on regarde un peu tous les mêmes films de science-fiction, j'imagine. L'autre problème, ça va être un petit peu de se restaurer hein, quand on est aussi longtemps dans l'eau. Donc moi, je prends toujours une bouteille avec moi, avec de l'eau, mais pas de l'eau seule, hein, avec des électrolytes quand même dedans, pour vraiment avoir une bonne hydratation. Je mange également, je me prépare toujours avant des smoothies banane beurre de cacahuète. Voilà, j'aime beaucoup ça. Ça a très bon goût au palier d'ailleurs. On sent d'abord la banane et après le beurre de cacahuète. C'est en 2 temps, c'est assez intéressant. Et voilà, ça permet vraiment de tenir longtemps, surtout si on a un petit peu froid, ça devient vraiment important. Et je pars toujours maintenant, même sur des plongées un peu plus courtes, hein, de 2 heures par exemple, si en plus on a de la navigation avant ou après, je vais toujours partir avec des smoothies dans la poche. Et les astronautes, eux, alors bon, ils ne peuvent pas vraiment manger dans leur scaphandre, notamment à cause de la pesanteur aussi, hein, ça serait vraiment très compliqué. Mais donc, ils emmènent une poche remplie d'eau avec un petit tube qui ressort directement dans le casque. Et donc, comme ça, ils peuvent boire un petit peu d'eau pendant les 6-7 heures. Effectivement, en plus, eux, ils ont
facilement chaud. Donc, c'est vraiment très, très important qu'ils puissent maintenir une bonne hydratation. Et puis, qui dit hydratation, dit aussi l'inverse. Il faut savoir faire pipi. Et donc, ça, vous connaissez peut-être, pour faire pipi dans une combinaison étanche, avec soit un système de Pinilex, soit un système de Chippy, que vous pouvez voir là. Donc, bien sûr que moi, j'utilise à toutes mes plongées. Moi, je mets toujours quand même une couche par-dessus parce que, surtout sur des très longues plongées comme ça, si ça fuit un petit peu, je préfère assurer la chose. Et pour les astronautes, alors pendant l'émission Apollo, il y avait un système qui avait été développé, que vous voyez là, qui est aussi basé sur un Penilex, dans la même idée. Voilà, pour les femmes, il n'y a rien qui a été finalement développé très spécifiquement. Ils ont juste des couches très absorbantes, que vous pouvez voir là en bas à droite, que finalement aujourd'hui sur l'ISS, vu que les sorties extravéhiculaires, elles sont relativement peu courantes, on va dire, et ils n'en font pas énormément. Même les hommes vont utiliser ces couches-là. Et puis, alors, l'un des grands parallèles, à mon sens, c'est les procédures. C'est vraiment savoir connaître par cœur où se trouve chaque chose, comment réagir rapidement et efficacement quand on a un problème. Quand on a le recycleur et le gros tuyau devant la bouche, finalement, on ne voit pas du tout ce qu'on a sur le torse. Et c'est un peu le cas également pour les astronautes. Ils peuvent pas, avec le casque, ils n'arrivent pas à voir. Et en fait, c'est tout au toucher et ils doivent savoir où se trouve tout et être très entraînés. Donc, eux, ils s'entraînent également en piscine. Ça, on voit souvent des images à Cologne, typiquement, ou parfois à la NASA aussi, à Houston, où du coup, ils vont s'entraîner sur des maquettes qui ont été immergées dans des piscines pour tester toutes les procédures et être bien drillé, quoi, comme on va l'être sur un recycleur, par exemple. Et puis finalement, alors pour revenir un petit peu là-dessus, c'est très important, je pense, je ne sais pas si vous l'avez vu tout au début, Laurent Balesta qui avait effectivement aussi remarqué qu'il y avait peu de monde finalement qui était là en assistance pour lui par rapport à Thomas Pesquet. Mais voilà, l'équipe est extrêmement importante, on s'appuie énormément dessus. Donc dans mon cas, pour ma plongée, donc vous les voyez là sur le petit bateau, j'avais un plongeur secours à 120 mètres. J'avais d'autres plongeurs d'assistance vers 20-30 mètres. Donc eux, c'était plus pour nous pour décharger du matériel et nous donner d'autres choses dont on avait besoin, dont le téléphone par exemple, également les batteries de chauffage que je ne peux pas emmener au fond parce qu'elles peuvent imploser. J'avais également une équipe médicale, j'avais 2 infirmiers hyperbares sur le bateau avec de l'oxygène médical, des poches d'hydratation et bien sûr le caisson à Marseille qui était prévenu au cas où on ait besoin de rapidement y aller. Et donc voilà, en termes d'équipe, ça on voit souvent les images à la télé, donc ça c'est à Houston, le Mission Control, donc où il y a énormément de personnes qui travaillent effectivement pour le fonctionnement de la station et en particulier pendant les sorties extravéhiculaires, là c'est tout le monde sur le pont pour aider les astronautes à ce que ça se passe bien. Et puis, alors, voilà, ça, c'est pas tout à fait les sorties extravéhiculaires, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de faire le parallèle aussi avec d'autres types de projets dans le spatial, c'est la communication. Donc, au final, quand sous l'eau, on va discuter avec les mains, etc. On va pouvoir écrire sur des white notes si on a des problèmes. Mais pour les personnes qui restent en surface, l'information, elle va remonter via les plongeurs secours, notamment quand je suis descendue à 222 mètres. Donc, c'était le plongeur secours qu'on a croisé à 120 mètres qui est remonté, qui a fait ses paliers et qui, au bout d'environ 1 heure, a pu donner l'information aux personnes sur le bateau que tout s'était bien passé et qu'on était en train de remonter et que tout allait bien. Et donc, pendant une bonne partie du temps, pendant 1 heure, les personnes sur le bateau ne savent pas trop où est-ce que nous, on en est, en fait. Et donc, ça, j'aime bien le parallèle, finalement, avec
les 7 minutes de terreur qui a, enfin, c'est le nom qui a été donné pour les missions martiennes, en fait, donc de la NASA, quand en fait les capsules rentrent dans l'atmosphère. En fait, tout est automatisé, hein, parce que le délai de réponse est de 30 minutes environ pour savoir ce qui se passe. Donc, tout est automatisé. Ça dure 7 minutes entre le moment de la rentrée et le rover qui va se poser. Et finalement, les personnes qui travaillent dessus ont l'information 30 minutes plus tard de quelque chose qui s'est déjà passé finalement. Donc j'aimais bien aussi ce parallèle-là qui n'est pas que sur les sorties extravéhiculaires, parce que là, elles sont en direct quand même, bien sûr. Et puis là, j'en ai déjà terminé finalement, donc c'était assez court, mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je réponds bien sûr à toutes les questions que vous avez. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'était rapide. Mais je pense qu'il y a des questions. Moi, j'en ai déjà une dans ma tête. Ah, c'est super. Oui, mais je vais peut-être laisser aussi la parole aux autres. Mais mon ami Cédric Ferron va vous poser une question. Vas-y, Cédric. Bonjour. Donc, merci pour votre présentation. Juste une petite curiosité, vous avez d'autres projets à venir, d'autres projets en profondeur? Oui, alors, bon, c'est en cours, hein, de se mettre en place, mais alors moi, ce que j'aimerais déjà, c'est retourner assez souvent à 200 mètres pour faire un peu de la statistique sur mon profil de remontée, être sûr que c'était pas juste un coup de chance, mais qu'il fonctionne bien. Et puis ensuite, oui, c'est en cours. Ouais, j'aimerais bien aller faire une plongée. Alors là, celle sur 222 mètres, je suis juste descendue. C'était un record. C'est pas forcément la plongée la plus intéressante que j'ai faite, hein, même dans toute la préparation au final, parce que j'ai pas vu grand chose. Mais là, l'idée, ce serait de descendre profond pour aller voir quelque chose. Ouais. Ça aussi, c'est en cours. Et donc, c'était à Cassis, c'est bien ça? Oui. C'était au bout de Cassis. Enfin, on a quasiment tous plongé dans le coin, donc on sait un petit peu. Tu sais nous préciser où c'était? Oui, c'était dans la faille de Cassidaigne. Ah, la faille de Cassis. Ouais, parce qu'en fait, donc c'est dans la prolongation du parc des Calanques. Et en fait, là, le fond, il est à 120 mètres, hein. Donc, bon, c'est difficile de trouver 200 finalement, si on a envie de pas trop s'éloigner des côtes non plus, hein, c'est le but, parce qu'on veut quand même pouvoir aller aux caissons au cas où rapidement. Et donc, en fait, il y a cette faille. Donc, voilà, moi, je suis descendue. Alors, j'avais un binôme aussi, hein, j'ai dit des fois moi, des fois on, mais on était deux. Je suis descendue donc, le long d'un bout sur 120 mètres et après dans la faille. Et puis, voilà, donc en fait, j'avais toujours. C'était intéressant de voir un peu la topologie de la faille qui descend. D'accord. Alors, peut-être que vous le voyez sur mon profil d'ailleurs. Attends, je vais juste peut-être le remonter parce que je l'ai pas expliqué, mais ouais, ça se voit pas très bien en fait finalement. Bon, sur le profil, si on zoome un petit peu, il y a un moment où je reste à 120 et ça c'est le temps d'aller jusqu'à la faille pour descendre en fait. D'accord. Alors, j'ai une question peut-être un peu bébête, mais dans les films, hein, on voit des astronautes de toute nationalité qui enfilent un scaphandre en 2 temps, 3 mouvements, qui sortent dans l'espace et qui reviennent et qui l'enlèvent et qui peuvent faire n'importe quoi. Est-ce que c'est du chiquet? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est loin de la réalité? Oui, non, ça c'est pas possible. Déjà rien que le palier de décompression, hein, il est assez long finalement, hein. Non, les EVA c'est quelque chose qui est. Alors moi je travaille pas directement sur les EVA bien sûr, hein, mais je vois comment ça se passe là où je travaille et non c'est de la préparation, ça dure des semaines. Ça dure des mois et tout est minuté, à quel moment qui doit faire quoi, combien de tours de tournevis il faut faire. Enfin voilà, c'est quand même. C'est intéressant. D'ailleurs, on peut les voir. Elles sont publiques, hein, sur la NASA notamment, sur NASA TV. On peut les regarder en direct. D'accord. Ah bah, bien. Alors, d'autres questions? Ah, voilà. Alors, Didier Debay. Oui, Didier. Avec le micro, c'est mieux. Non.
on va pas trop entendre. Est-ce que ça va là comme ça? Tu m'entends? Parfait. Vas-y. Oui, donc merci pour la présentation. Une petite question technique. Donc la plupart des fabricants de recycleurs garantissent leur équipement dans une zone de 0 à 120 mètres. Pour descendre à 222, est-ce que tu as dû procéder à des modifications techniques de ton recycleur ou bien est-ce que tu considères qu'il n'y a absolument aucune limite de profondeur au niveau technique du recycleur? Alors, moi, j'ai pas eu besoin de faire plus attention à ça parce que finalement, le mégalodon est un recycleur qui est déjà descendu beaucoup plus profond. C'est aussi l'avantage entre guillemets de faire un record féminin, c'est qu'en fait il y a des hommes qui sont allés beaucoup plus loin que ça avec le même matériel. Et donc effectivement, moi je me suis pas posé beaucoup plus la question parce que le mégalodon il est déjà descendu à 300 mètres, donc je savais que normalement c'était bon. Et après bon, je suis descendue petit à petit en profondeur à chaque fois, hein, donc s'il y avait un problème, je m'en serais rendu compte aussi sur une autre plongée avant. Voilà, attends, merci pour l'explication. Voilà, il n'y a qu'un petit problème technique, on ne te voyait plus. Je pense que maintenant on te revoit. Oui, c'est bon. Voilà. Moi, je vous vois. Voilà. Oui, on est des nominettes à nous, c'est pas. Une autre question. Allez-y. Soyez pas timide. Profitez, on a le temps. Bonjour Jean-Philippe Alain, ici. J'ai une question concernant le fait que dans les scaphandres, ils sont à l'oxygène pur. Comment est-ce qu'ils gèrent les risques? Parce que l'oxygène est quand même au niveau de tous les joints et tout ça, il y a quand même toute une série de précautions à prendre. Ah, c'est une bonne question, ça. Effectivement, je ne saurais pas y répondre. J'imagine que c'est de la graisse oxy, mais effectivement, c'est une très bonne remarque, ouais. Quand on voit la plongée au nitrox, il y a toute une série de règles à respecter par rapport à la propreté et éviter toute graisse. J'imagine que les combinaisons, les scaphandres doivent être quand même vachement propres et éviter la moindre non, mais on doit étincelle avoir dans le système. Ouais, non, mais tout à fait. Après, ça doit être relativement vrai dans tout le spatial, hein, au final, donc je pense. Oui. Parce qu'au final, même sur des capsules, etc., à mon avis, ils doivent faire très attention à notamment la propreté, effectivement. Et ouais. Mais effectivement, pour l'oxypure, ouais, ça doit être un sujet, ouais. Merci. Mais d'ailleurs, alors, bon, pardon, je réfléchis après coup, mais notamment sur la première capsule Apollo, la Apollo 1, qui a pris feu d'ailleurs, elle était à l'oxypure initialement. Et ils faisaient des tests au sol. Et donc, il y avait un problème électrique et ça a pris feu. Et suite à ça, ils ont changé pas mal de choses, en tout cas au niveau matériaux. Pas qu'il y ait trop de. Ils avaient des scratchs un peu partout là. C'est hyper inflammable ça. Donc ça, je sais qu'ils ont changé. Et ils avaient un peu changé effectivement aussi d'être à l'oxygène pur dans la capsule. Donc je pense qu'effectivement, il y a aussi la pression qui joue beaucoup. Alors, une question d'Olivier. Oui, bonsoir et grand merci pour l'exposé. C'était bien intéressant. Je voulais vous demander au niveau de la température de l'eau à cette profondeur-là, elle était en septembre. Oui, alors bon, la Méditerranée, ça descend jamais très bas finalement. Donc au fond, c'était 13 degrés. Hein, comme, ah oui. Okay. Ouais, ça baisse pas particulièrement. Et qu'au niveau gaz injecté dans l'étanche, c'était de l'argon ou simplement de l'air ou... J'ai mis de l'argon, oui. Okay. Ouais, parce que effectivement, j'avais. C'est long. Ouais, c'était long et puis l'eau était à 17, mais bon, 4h30 dans de l'eau à 17, on est mieux un peu froid. Malgré la chaufferette que tu avais mis dans ta combi. Hein. Oui, bon, j'ai une petite fuite dans l'étanche aussi, donc ça n'a pas aidé. Ah oui. Ah d'accord. Il faut tout dire. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que sinon, avec les batteries, ça marche très bien. Oui. Merci.
Tu devrais venir plonger avec ta fuite dans ton étange, dans nos carrières, tu verrais. Ouais, non, mais voilà. Oui, mais je reste pas 4h30. Non, tout à fait. Ça, Alors, ça. une autre question. Parce que moi, j'en ai une, pendant que les autres réfléchissent. Tu as dû sûrement préparer ton record de façon physique. Qu'est-ce que tu as fait vraiment comme entraînement physique pour pouvoir faire ce record? Oui, alors bon, moi j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport, hein, notamment avant, je faisais beaucoup de parachutisme aussi, donc là aussi j'avais une préparation physique qui était liée à ça. Donc j'ai un peu continué sur ma lancée, on va dire, donc qui était principalement, alors je pense que ça c'est spécifique, enfin pas forcément spécifique, je m'engage un peu, mais en tout cas moi en tant que femme, pour moi l'équipement est très lourd par rapport à ce que je sais soulever. Donc je fais pas mal d'haltérophilie pour soulever des charges lourdes, pour pouvoir par exemple rapidement pouvoir monter sur le bateau ou des choses comme ça. Et puis j'ai rajouté également plus un entraînement cardiovasculaire, donc avec du fractionné. Et donc ça c'est notamment Pascal Barnabé qui me l'avait conseillé, donc qui a plongé à plus de 330 mètres. Donc j'ai fait ça, et puis des sorties un peu de fond aussi, avec de la course de 10 km, 1 heure, etc. avec ouais, du fond, quoi. Pas trop rapide, vraiment. L'endurance. Voilà, vraiment de l'endurance, ouais, exactement. Ah, ça refroidit quelques-uns qui auraient Bon, après, je ne sais pas s'il y a besoin de le faire, hein, je ne saurais pas dire, mais bon, disons que moi j'apprécie beaucoup faire ça, donc je me suis dit autant le faire correctement, ça sera toujours quelque chose de bien. Tout à fait. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, deux qui arrivent. Alors, d'abord, Didier Debay. Oui, Didier. Oui, encore une petite question un peu technique sur la décompression. Donc, tu as dit que tu utilisais de l'argon dans la combinaison. Les ordis de ton recycleur, ils tiennent compte d'un risque de contre-diffusion isobare de l'argon lors de la décompression, ou tu as dû adapter tes temps de décompression en fonction de ça, ou tu n'en as pas tenu compte du tout? Non, l'argon, vu que je le respire pas, non, je l'ai pas mis. Non, il n'est pas du tout pris en compte dans ma déco. Non. Non, pas du tout. Donc on est sur l'hélium et azote. Et donc, tu n'as pas du tout adapté ton profil de décompression par rapport à ce qui est conseillé par ton recycleur. Par mon recycleur, c'est-à-dire? L'ordinateur de ton recycleur, il te donne une décompression à effectuer. Oui, c'est celle-là que j'ai suivie. Oui, bien sûr. Oui, c'est celle-là. D'accord. Oui, merci. Avec, c'est la décompression à. Oui, c'est ça, tout à fait, à l'hélium. Oui. Merci. Cédric, ta question. Oui, question plutôt sociale alors, après la question technique. Donc, on parle de record, là, 222 mètres, mais c'était quoi ta profondeur maximum avant? Tu t'es entraîné progressivement, ou est-ce que tu es habitué à la zone des 200 mètres ou 100 mètres, ou c'est quoi un peu tes moyennes? Alors les moyennes, je ne saurais pas dire, mais oui, effectivement, je suis descendue petit à petit, bien sûr, hein, parce qu'on n'y va pas tout de suite, hein. On ne fait pas 100, 200 d'un coup. En fait, avant, j'avais déjà battu le record avant, mais sans en parler, vu qu'il était à 198 avant, et donc j'ai fait quelques plongées dans la zone des 200 avant d'aller à 222. Avant ça, j'en avais fait, oui, en fait, je suis descendue 10 par 10 à peu près, hein. J'ai eu un petit moment à 180, j'ai fait plusieurs plongées à 180 pour être sûre avant de passer la barre des 200. Et après, alors c'est pas énorme, hein, mais j'ai 5 plongées dans la zone des 200 aujourd'hui. Ce qui clairement n'est pas assez, donc c'est pour ça que j'aimerais faire plus de statistiques dessus, effectivement. Bien. Alors, moi, j'ai une question technique, oui.
c'est quoi tes gradients facteurs et comment tu les as choisis? Alors, C'est un Shearwater, ce que j'ai vu, c'est un Shearwater, donc c'est avec des gradients facteurs, c'est oui. lesquels et pourquoi? C'est surtout pourquoi? Alors, bon, étant donné qu'on est enregistré, je ne donnerai pas mes gradients de facteurs. Je t'en parlerai volontiers après ou par message privé. Oui, d'accord. Non, mais parce que voilà, c'est pas les gradients de facteurs qui aujourd'hui sont recommandés, bien sûr. Hein. Sinon, on remonte pas en 4h30. Vous pouvez l'imaginer, je pense. Alors, comment j'ai fait? En fait, j'ai un peu demandé à. On a quand même la chance en France d'avoir des personnes qui plongent très profond. Hein. On a quand même 3 personnes qui sont allées au-delà de 300 mètres aujourd'hui. Donc, j'ai discuté avec ces personnes-là, j'ai regardé ce qu'eux, ils faisaient. J'ai discuté avec des anciens de la COMEX également pour en parler. Et puis, j'ai fixé mes gradients de facteurs et j'ai commencé à plonger de plus en plus profond avec les mêmes gradients de facteurs. J'y ai plus touché après et juste je suis allée de plus en plus profond pour pas faire varier trop de paramètres en fait. Et à chaque fois, ça se passait bien. Donc, voilà. Après, il y a une autre chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est la vitesse de remontée avant le premier palier. Et celle-là aussi, à adapter, c'est pas forcément simple. Et ça aussi, j'avais fait des tests là-dessus. En fait, c'est empirique. Hein. Clairement, on teste un truc, on voit si on est fatigué après ou pas, quoi. Donc, ça j'avais pas mal travaillé avec mon binôme, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on a envie de sortir de la profondeur, mais il ne faut pas sortir trop vite, etc. Et donc, il y a vraiment des zones à délimiter. Et effectivement, en tout cas, ça fonctionne comme ça, quoi. Et dans ton graphique, on voit ton premier palier, mais j'ai pas bien vu. C'était quoi ton premier palier à toi? Il était à 80 mètres. 80 mètres. Donc, tu es remonté de 220 à 80 avec une vitesse de remontée, je ne sais plus laquelle. Et puis, tu es resté combien de minutes à 80 mètres? Non, c'était 1 minute. Hein. Après, c'était les tout petits qui commençaient. C'était tout. Ouais, ça commençait 1 minute, 2 minutes, 1 minute. Enfin, voilà. Et après, ça s'allongeait forcément pour donner la. D'accord. Courbe. Bien. Mais c'est vrai que la vitesse de remontée, finalement, elle est très, très importante parce que on n'a pas envie d'augmenter ses paliers. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Hein, c'est que si on ne remonte pas assez vite, finalement, on continue à saturer et puis c'est pas intéressant. Mais il ne faut pas remonter trop vite non plus, surtout pour les liens. Ouais. Donc, il y a tout un jeu à ce niveau-là. Tu as dit empirique, mais tu as quand même testé sur un ordinateur, sur un logiciel, pour savoir si tu étais dans les clous ou pas, ou bien alors tu as été plus ou moins. Ouais, c'est plus. Non, c'est empirique. Alors, bon, moi, j'ai toujours utilisé un ordi avec des gradients, hein, ça, il n'y a pas de. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la vitesse de remontée, au final, on fait un peu ce qu'on veut. Je veux dire, c'est pas l'ordinateur. Bon, il nous dit si on monte très vite ou pas, mais ça, par exemple, je l'ai testé, effectivement. Une fois, j'ai testé une remontée plus rapide que ce que je faisais d'habitude. Et puis, j'étais très fatiguée l'après-midi. Et le lendemain, j'ai refait la même plongée en remontant un peu moins vite. Et puis, ça allait beaucoup mieux. Donc, c'est dans ce sens-là que c'était empirique. Quoi. Ok. Nous, on est plongeurs loisirs, une grande partie, donc on va bien rester dans les clous. Mais j'aime bien ta réponse. Voilà. Olivier, une nouvelle question. Oui, je voulais simplement vous demander si vous aviez déjà fait un Benz ou un ADD avant cette plongée-là. Non. Non, rien du tout. J'ai strictement jamais rien fait. Je touche du bois. Allez. J'ai eu, alors effectivement, une fois, comme je disais, j'ai été très fatiguée après une plongée et c'est là que j'ai compris que ma déco n'était pas adaptée, mais j'ai jamais eu d'ADD. D'accord, super. Ça continue. J'espère bien. Merci. J'espère bien. Oh, oui. Mais est-ce que l'entraînement physique ne fait pas que justement tu es en forme dans l'eau? Peut-être. Non, mais oui, ça aide forcément. Après, je fais très très attention à l'hydratation, vraiment beaucoup. La veille de la plongée déjà, hein, donc oui. Voilà. C'est vrai que bon, avant, quand j'allais plonger, j'arrivais la veille au soir, je dormais quelques heures et puis j'allais plonger, j'enchaînais 2-3 plongées dans la journée, etc. Là, on n'est plus du tout sur la même chose. Hein.
La veille, j'arrive tranquillement, je prends une demi-journée pour préparer tout le matériel, je fais attention à l'hydratation pendant toute cette journée-là, je dors bien, je fais attention à l'hydratation sur le bateau quand il y a de la navigation, s'il y a longtemps beaucoup de navigation, même quand on est en train de s'équiper. Finalement, quand on se met à l'eau, on est déjà un petit peu déshydraté parce que s'il fait chaud et qu'on met justement la combi chauffante, la combi, le recycleur, etc. À la fin, on a chaud. Donc, voilà, boire pendant qu'on s'équipe, etc. Et je bois systématiquement au palier. Et question peut-être vraiment pratico-pratique, tu buvais combien de litres pendant la plongée? 1 litre, 2 litres? Oui, non, c'est pas énorme, mais pendant la plongée, oui, j'ai peut-être, c'est même pas 1 litre, je pense. Hein. Ah, pardon, On va dire, ouais, entre un demi-litre et 1 litre, ouais, pendant la plongée. Plus tes smoothies qui sont aussi très liquides. Qui sont liquides, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Ça me paraît assez important, mais voilà, bon, c'est personnel aussi. Hein, mais c'est vrai que boire au palier, je pense que c'est bien. Ah oui, oui. Une bonne hygiène de vie, bien hydraté et surtout être en forme. Ben, on va retenir ça, c'est pas mal. Et du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète, c'est très bon sous l'eau. Olivier revient. Encore une question, Olivier. Oui. Oui, je me permets encore une petite question technique. Au niveau du palier à l'oxy à 6 mètres, donc vous faisiez des rinçages à l'air toutes les 20 minutes, plus ou moins, ou pas ou, Non. Je suis restée à l'oxy tout le temps. À l'oxy pur tout le temps, ouais, oxy pur tout le temps, ouais. Ok. D'accord. Oui, alors le stress oxydatif était relativement important. Ouais. J'imagine. Vous avez carburé aux antioxydants pendant quelques jours avant et après. Et moi, ça m'a jamais posé problème, mais moi, le stress oxydatif, ça me pose pas de souci. Vous ne l'avez pas fait pourquoi? Pour gagner du temps de palier, en fait, parce que c'est déjà pas mal, 4h30. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Bah, c'est parce que, voilà, 4h30. Déjà pas mal. Ouais. Merci. Voilà. Alors, peut-être une dernière question? Ah, Patrice Finet. Oui, on t'écoute. Bonjour. Voilà, une petite question. J'entendais tout à l'heure que tu disais que tu avais apporté un second recycleur. Donc j'imagine que tu t'étais préparé au pire, quoi, de toute façon. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique, je vais dire en fonction de la profondeur, que tu as testé à une profondeur intermédiaire? Est-ce qu'il y a un protocole particulier? Comment est-ce que tu prévoyais le changement de machine en profondeur? Enfin voilà, un peu la question générale, quoi. Oui, donc, tout à fait, effectivement, faut faire des drills assez souvent. Donc ça, passer d'une machine à l'autre, alors ça se passe, c'est relativement simple hein, en fait. Hein. Moi, je pensais que c'était pas forcément, enfin en fait c'est très facile. En fait, j'ai la boucle qui est vraiment sur mon épaule et je peux la prendre comme ça. J'ai un ordinateur qui est à cet endroit-là qui me donne la PO2, donc je peux regarder la PO2 à ce moment-là, au moment où je prends la boucle. Ouais. Et puis je ferme la mienne et puis j'arrive à prendre l'autre. C'est relativement simple et effectivement, je me suis entraînée souvent à le faire et même à plonger sur le recycleur backup. Et le fait que tu aies embarqué ce recycleur, est-ce que ça a modifié les bailouts que tu avais embarqués ou pas? Ah ben, j'ai plus de bailout. Ah, donc, et pour changer d'une machine à l'autre, tu n'avais pas besoin de passer sur un gaz intermédiaire ou quoi que ce soit? Non. J'ai les mêmes gaz dans les deux machines. Ouais. Donc, même diluant finalement. La PO2 de mon recycleur bailout était inférieure. Donc après, c'était à moi fallait que je la monte après. Mais je l'ai laissé en manuel relativement basse pour pas qu'il gonfle trop. Hein. Et sinon, c'était tout. Voilà, fallait se rappeler après d'ajuster la PO2, quoi. Ouais. Merci. Et finalement, c'était ça oui, mais en termes de procédure, ouais, c'est relativement simple en fait, de passer d'une machine à l'autre. Ouais. Merci. Pour l'info. Alors, Cédric Ferron a encore une question.
une question en amène une autre, hein, donc celle de Patrice Oui, nous c'est la rappelle, discussion, c'est ça qui est bien. ça me rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé aussi des risques d'essoufflement en profondeur. Et justement, enfin, au recycleur, c'est un des risques. Enfin, moi, c'est une question de néophyte parce que je plonge pas recycleur, mais je sais que le risque d'essoufflement est accru. Et que donc, est-ce que le bailout, justement, ne sert pas aussi, en cas d'essoufflement, à avoir une respiration plus facile? Est-ce que c'est pas un gros sacrifice que vous faites par rapport à la sécurité Parce que, OK, en termes de réserve de gaz, vous avez le deuxième recycleur, mais en cas d'essoufflement, vous n'avez pas de solution, quoi. Donc, Oui, alors là, du coup, c'est totalement vrai. Alors, l'essoufflement sur le recycleur, on va l'avoir beaucoup en surface, par exemple. Quand on est dans l'eau, quand même beaucoup moins. Mais effectivement, au fond, la densité du gaz fait juste que voilà, ça peut arriver très rapidement. Donc là, la stratégie, c'est éviter l'essoufflement à tout prix. Et donc, notamment, tout va bien. c'est aussi pour ça que je ne voulais pas descendre le long d'un bout et avoir que du bleu, mais de pouvoir me poser au fond si j'ai un problème. Et donc, d'avoir toujours un fond. Et au cas où j'ai un souci d'une injection de gaz ou je ne sais quoi, je pouvais me poser sur le fond et gérer ce problème-là. Et ensuite, pouvoir agir. Donc, la stratégie était plus dans ce sens-là. Bon, le scooter également, ça pour moi, c'est devenu totalement obligatoire. J'ai pas mis un coup de palme, tout simplement. Et après, moi, je consomme énormément, très très peu d'oxygène finalement. Hein. Ça doit être l'un des avantages d'être une femme en l'occurrence. En plongée, c'est effectivement, mes faux poumons, ils bougent très peu, quoi. Voilà. Le problème des essoufflements, c'est qu'ils arrivent évidemment des moments où on ne les attend pas. Donc, les accidents mortels en profondeur, c'était quelqu'un qui a emmêlé sa lampe, voilà, qui a eu du mal à se détacher, et puis qui en faisant les efforts pour se détacher, s'est essoufflé. Donc ok, merci. Oui, donc là, c'est plus des exercices où j'allais tout refaire à une lenteur monstrueuse. Hein. Et même en termes de visualisation, parce que du coup, j'essayais beaucoup de visualiser, notamment d'aller fermer les bouteilles de gaz, les choses comme ça. Quand je les faisais et que j'imaginais être à 200 mètres, parce que forcément, je ne l'ai pas fait à 200, mais j'imaginais être à 200, c'était très, très lent. Donc, je pense, voilà, ça faisait partie de la procédure, ouais, tout à fait. Merci. Oui. Alors, tu as dit que tu avais un fond quasiment tout le temps. Et qu'est-ce que tu as vu? Mais pas grand-chose. C'était un peu la déception. Non, mais bon, j'ai beaucoup de bases principalement. Après, j'ai vu une petite roussette quand même à 180 mètres. Donc ça, c'est chouette. Je n'en avais jamais vu. À l'aller et au retour, elle était là. Et puis, ouais, sinon, non, le fond, c'était de la vase. Et puis même tout ce qui descendait dans la faille, c'était de la vase. C'est pour ça que je dis que c'était pas forcément la plus belle plongée que j'ai faite. C'était la plus profonde, mais pas forcément la plus belle. Des bouts rouges aussi? Pas de bouts rouges? Alors, j'en ai pas vu, mais presque heureusement. Oui, mais effectivement, ça aurait pu à cet endroit-là. Bien. Et on va prendre peut-être une dernière question. Non. Je n'en vois pas. Voilà. Eh bien, Gaël, voilà. Oui, une question? Non? Voilà, Gaël, merci beaucoup. Ah oui, ça y est, il y a quand même une dernière question. Oui, la dernière pour la forme. Ah, oui. Quand la sortie extraviculaire dans l'espace? Ah, ça c'est pas moi qui décide. Voilà, bon. Mais tu t'entraînes pour aller dans l'espace ou pas? Non, j'avais postulé, oui, effectivement, pour être astronaute, mais j'ai pas été sélectionnée. Bon. Désolé, mais on sait jamais. C'est encore jeune, donc on sait jamais. Voilà. En tout cas, Gaël, merci beaucoup, c'était passionnant. Tu clôtures ainsi notre saison 2 de conférences. Franchement, on est parti dans l'espace. Hein, voilà. J'espère te revoir l'année prochaine suite à un autre record, peut-être 300 mètres. Hein, tu viendras nous expliquer tout ça. Voilà.
merci beaucoup à tout le monde d'être là. On n'est pas très nombreux, dommage, mais c'est enregistré. J'espère que ça sera visionné par toute la Lifras parce qu'il y a plein de choses intéressantes que tu as dites. Voilà. Je vous donne rendez-vous peut-être pour une saison 3 l'année prochaine, enfin fin de cette année-ci, mais en tout cas le 23 mars pour la conférence sur la mer du Nord en présentiel. J'espère que vous serez là aussi. Gaël, merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on peut t'applaudir. Merci à vous. Voilà, parce que c'était franchement très, très, très intéressant. Et moi, j'étais passionné, j'étais pendu à tes lèvres. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt, Au au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir, bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, félicitations, merci.